Bonjour, bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui, comme d'habitude. Je pense que ça va être un long podcast aujourd'hui. J'ai pas mal de questions et des questions qui m'ont pas mal inspiré aussi. Accrochez-vous, prenez un petit café, un petit thé, un petit thé décaféiné, décaféiné. S'il est plus de 2 heures de l'après-midi quand vous m'écoutez, s'il vous plaît, je veux que vous dormez bien. Ok, donc on va commencer tout de suite avec la première question qui est une sacrée question. L'infirmier qui m'a reçu 2 fois a placé le nom d'incurie sur un de mes symptômes dépressifs. Saurais-tu donner des conseils spécifiques pour surmonter ce handicap? Alors l'incurie, si jamais vous n'avez jamais entendu ce mot, c'est une condition qui est caractérisée par une autonégligence très marquée. Donc on ne répond pas à ses propres besoins en termes d'hygiène, de nourriture ou de traitement médicamenteux. Et c'est aussi souvent associé, j'ai vu, ce qui est assez intéressant, je trouve, au syndrome de Diogène, qui est ce syndrome où on accumule beaucoup d'objets. On le voit parfois vous avez peut-être vu des vidéos sur YouTube de hoarders, des gens qui ont des maisons avec où on voit plus le sol tellement il y a d'objets, tellement ils ont accumulé de journaux ou d'objets divers et variés. Bon, ça existe sur un spectre, bien sûr. Il y a plus ou moins d'intensité à ce syndrome. Euh, mais ce qu'on voit en général dans les vidéos YouTube, évidemment, c'est toujours les versions très extrêmes. C'est pas forcément comme ça. D'ailleurs, fun fact au sujet de Diogène, du syndrome de Diogène, qui est du coup très pas bien nommé, parce que ce pauvre Diogène, il vivait avec rien en fait. Donc c'est très bizarre. Je sais pas vraiment d'où ça vient ce nom, mais il était plutôt du côté ascète. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi le syndrome de Diogène s'appelle comme ça. Je vais peut-être regarder ça après. Mais donc voilà, l'incurie, c'est en gros ne pas prendre soin de soi, ne pas répondre à ses besoins. Et donc, comme tu le dis très bien dans ta question, c'est parfois un symptôme de la dépression. Et donc, euh, c'est pas du tout dans mon domaine de compétences de conseiller quoi que ce soit ou de traiter ça. J'ai fait un master de psychologie, mais ça commence à remonter maintenant, l'air de rien, ça commence à faire un moment. Et puis je suis pas psychologue, donc je travaille pas avec mes clients sous ce filtre-là. Après, cela dit, en restant dans mon domaine, je peux t'aider à guider ta réflexion et à travailler avec ça, bien sûr, en, en marge d'un traitement que tu suis déjà avec psychologue et infirmier. Et du coup, j'en ai déjà parlé bien sûr en privé à cette personne qui me pose la question, mais je peux vous partager également à vous qui écoutez le podcast ce petit exercice que je lui ai proposé. C'est de se poser avec un papier et crayon, idéalement avec un papier et crayon pour pouvoir écrire à la main parce que ça demande plus de réflexion, j'ai envie de dire, mais c'est pas exactement ça. C'est plus que ça demande plus d'élaboration de la pensée, parce que ça prend plus de temps d'écrire. Mais bon, si tu n'as plus de crayon, si c'est quelque chose d'un autre temps, tu peux aussi taper à l'ordi, il y a pas de souci. Et on met un minuteur sur 5 minutes. Et ça, c'est plus pour le côté de se motiver, se dire, ok, ça ne prendra que 5 minutes. Et puis je me cale ça, parce que parfois ça peut être difficile de se mettre en route pour une tâche comme ça, de journaling, où on se dit je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc voilà, on se dit juste 5 minutes, ça peut être 3 minutes d'ailleurs, si 5 minutes ça paraît toujours trop long, peu importe. Et puis on va répondre à cette question. Qu'est-ce que ça représente pour moi le self-care? Qu'est-ce que c'est prendre soin de soi? Qu'est-ce que ça apporte? Quels en sont les aspects qui sont les plus difficiles pour moi?
Et puis n'importe quelle autre réflexion que ça t'inspire, que cette question, que ce sujet t'inspire. Mais l'idée, c'est de prendre 5 minutes pour réfléchir autour du self-care et donc de cette incurie qui est une étiquette. C'est un peu comme, enfin, c'est la discussion autour des diagnostics psy. C'est que ça peut aider d'avoir cette étiquette, d'avoir ce nom posé sur quelque chose dont on souffre, parce qu'on se dit, ok, c'est quelque chose qui existe, c'est pas que dans ma tête, c'est quelque chose sur lequel je peux travailler. Mais ça peut aussi, il y a le revers de la médaille qui est, on peut aussi se dire, ah bah voilà, j'ai ce problème, je souffre d'incurie, donc forcément, c'est pour ça que j'agis comme ça, et ça peut un peu renforcer ce comportement aussi. Donc voilà, prendre un moment pour réfléchir là-dessus, pour voir ce qui ressort de cette réflexion, de se dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça représente pour moi le self-care, et pourquoi c'est si difficile, qu'est-ce que je crains. Parfois, ça peut aussi éveiller des craintes. Voilà. Et puis tu peux bien sûr partager avec moi le fruit de ta réflexion si tu le souhaites, c'est sans obligation, mais c'est surtout pour commencer cette réflexion-là et ne plus être juste dans l'émotionnel et dans le juste se dire oh, voilà, j'ai de l'incurie et on arrête là, voilà, on s'arrête là, on réfléchit pas plus loin. Non, moi j'ai envie de continuer à réfléchir là-dessus et à voir ce qui peut en ressortir et sur quoi on peut travailler ensemble ou dans le cadre de ta thérapie. Voilà. Donc très très curieuse de voir ce qui va ressortir de ça. Et de savoir si d'autres personnes se retrouvent aussi là-dedans. Si jamais vous écoutez cet épisode et que vous vous dites tiens, c'est peut-être ça aussi quelque chose dont je fais l'expérience, ça peut être intéressant pour vous aussi, et ça peut être aussi un exercice que je pense qu'on pourrait tous faire d'ailleurs, qui nous serait bien bénéfique à tous. Question suivante. Comment adapter sa routine yoga au fil des saisons? Alors, j'adore cette question. J'aime beaucoup, beaucoup cette question parce que j'adapte beaucoup, beaucoup ma pratique. Non seulement aux saisons de l'année, mais aux saisons de la vie également, et puis aux saisons de la journée également. Donc, j'adapte beaucoup ma pratique tout le temps. Et j'ai envie de dire que le principal, c'est de s'écouter. Et c'est toujours ce que je rabâche, hein, bien sûr. Il y a certaines personnes qui ont besoin de cette régularité dans la pratique, de faire des pratiques de même intensité tout au long de l'année. Donc, je pense par exemple aux gens qui font du yoga Ashtanga, où on fait la même série de postures dans le même ordre, 6 jours par semaine, tout au long de l'année. On fait la même chose. Donc, en Ashtanga, il y a, il me semble, 4 ou 5 séries, mais il faut déjà être extrêmement avancé dans sa pratique pour passer, en termes de souplesse, hein, pardon. En termes de souplesse, il faut déjà être extrêmement avancé pour passer à la deuxième série. Donc, on peut rester toute sa vie avec juste la première série de postures. Et voilà, on fait la même chose tous les jours avec, bien sûr, pas toujours la même intensité parce qu'il y a des jours où on se sent moins en forme que d'autres, mais c'est toujours un peu la même chose et toujours un peu la même intensité, plus ou moins, quoi. Ou bien je pense au cours de Vinyasa Yoga que je donne tous les jeudis à 18h sur Zoom. J'ai des élèves qui sont là depuis des années, qui suivent ce cours depuis des années, toutes les semaines religieusement. Et c'est génial et ça marche pour eux, c'est merveilleux. Mais je me dis que moi, je pourrais pas. Moi, je ne peux pas suivre un cours régulier comme ça parce que je sais pas comment je vais me sentir jeudi prochain à 18h. Je peux pas booker un cours comme ça. Et c'est pour ça que mes pratiques, je les fais que seule, en fait. Et je suis des vidéos où je fais un peu au feeling, pardon.
Mais je ne peux pas booker un cours à l'avance comme ça parce que je sais pas si jeudi prochain à 18h, je me sentirai pas super super low en énergie. Et je ne me verrai peut-être pas faire un cours de yoga dynamique comme ça. Mais voilà, mais c'est mon ressenti à moi et c'est comme ça que je fonctionne, mais c'est pas forcément comme ça que vous fonctionnez. C'est clairement pas comme ça que mes élèves de ce cours-là fonctionnent. Et les gens qui font de l'ashtanga, ils s'y retrouvent. J'ai une amie qui en fait. J'ai plusieurs amis qui en font. Et pour elles, ça se passe très bien. C'est exactement ce qu'il leur faut. Il leur faut cette régularité, cette structure et tout ça. Moi, j'ai besoin de beaucoup de fluidité. En hiver, je vais souvent avoir besoin de pratiques plus douces, plus lentes, plus introspectives, plus relaxantes, parce que j'hiberne. Clairement, en hiver, j'ai vraiment je suis vraiment en phase avec la nature, je pense, parce que j'ai vraiment besoin de ralentir, de me poser, de faire des choses douces et d'être dans mon cocon. Par contre, au printemps, dès qu'il y a un peu de soleil qui arrive, là, j'ai vu hier, il y avait du soleil, j'avais une énergie. Non, c'est pas vrai d'ailleurs. Hier, j'avais pas une énergie folle, mais pour une autre raison dont je vais parler après d'ailleurs. Mais voilà, là aujourd'hui, il y a du soleil. J'ai vachement d'énergie et je vais me diriger vers des choses plus pump it up. Je vais recommencer la muscu. Je vais faire vraiment des sessions de yoga plus dynamiques, plus printanière, quoi. En été, je déteste avoir trop chaud, je déteste transpirer, tout ça, vraiment je déteste ça, donc l'intensité va certainement baisser un petit peu. Donc voilà, donc j'adapte ma routine au fil des saisons, mais j'aime aussi adapter ma pratique au jour le jour, et c'est quelque chose que je vous recommande aussi, que je recommande à mes clients, que je recommande à vous qui m'écoutez, d'apprendre cette compétence de réussir à vous écouter. En fait, c'est vraiment ça, c'est une compétence d'apprendre à savoir ce dont on a besoin. C'est vraiment pas naturel, surtout quand on se sent, quand on a été un peu déconnecté de son corps pendant longtemps, qu'on est juste, on vit dans sa tête et on n'arrive pas vraiment à sentir les sensations dans le corps, on n'est plus, et on s'en rend même pas compte au début en fait, mais c'est juste qu'on n'est pas, on n'habite pas complètement son corps. Et c'est une aptitude qui se nourrit, qui se renforce avec le temps. Et le yoga est merveilleux pour ça parce que on est toujours encouragé à se demander, ok, comment je me sens, qu'est-ce que cet étirement me donne comme sensation, à quel endroit, est-ce que je me sens au début de cette séance plutôt stressée, un peu hyper comme ça. Et puis à la fin de la séance, à nouveau, on est encouragé à se dire, ok, maintenant comment je me sens? Ah bah beaucoup plus calme. C'est vrai que maintenant je me sens plus détendue, tout ça. Et avec les séances les unes après les autres, on apprend de mieux en mieux à s'écouter. Ça devient de plus en plus naturel. Et donc on peut adapter non seulement notre séance, mais aussi notre vie et nos activités au quotidien à comment on se ressent. Donc, par exemple, comme je vous disais, je vais vous en parler. Alors, c'est peut-être un peu TMI, c'est peut-être un peu trop d'infos, mais je pars du principe que, déjà, le fait que les femmes ont leurs règles n'est pas un sujet tabou. Le fait n'est pas que les femmes ont leurs règles et menstruent n'est pas un sujet tabou duquel on devrait avoir honte de parler ou quoi que ce soit. Et si on travaille ensemble, j'ai envie que vous vous sentiez à l'aise avec moi et que vous sentiez que vous pouvez vraiment me parler de n'importe quoi, de tout ce qui se passe dans votre vie. Donc je vais lead by example, je vais montrer l'exemple et pas vous parler de mes règles en détail, mais quand même vous dire que voilà, aujourd'hui, depuis hier, je suis réglée pour la première fois depuis des années. Et du coup, ça m'a foutu une claque.
Et je vais pas du coup me forcer à faire un cours super intense. Voilà, ce matin, j'ai fait 30 minutes de yoga, mais c'était un cours en slow motion vraiment. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir tout un répertoire comme celui que je propose à mes clients avec la Yoga Tech, où il y a des pratiques douces pour les jours où on a besoin de douceur et on a besoin de confort et d'être enveloppé, et des pratiques plus intenses pour les jours où on a plein d'énergie et où on a envie de se challenger un peu. Remarquez, dernier point que je ferai là-dessus, mais qui est super important, que je parle pour les jours où on a besoin de douceur, de pratiques douces, mais pas de ne rien faire. Parce que je pense qu'il faut toujours agir avec compassion envers soi-même, mais faire preuve de compassion, ça veut aussi dire savoir reconnaître quand on s'autorise un peu trop de flemmardise alors qu'on sait que ça nous ferait du bien de faire quelque chose. Il y a des jours où juste on est paresseux, parce que ça fait plusieurs jours qu'on n'a rien fait, donc on se sent un peu léthargique, un peu mou, et on se dit oh j'ai pas vraiment envie de me lever du canapé, tout ça, mais on sait très bien que ça nous ferait du bien de bouger, que ça nous ferait du bien justement de secouer un peu tout ça, et que ce manque d'énergie vient de cette inertie dans laquelle on est englué. Après, il y a des jours où et ça m'arrive, hein, je dis pas ça encore une fois du haut de ma tour d'ivoire, ça m'arrive aussi très souvent. Il y a des jours après où je vais avoir fait justement 2-3 séances de muscu à la suite, enfin 2-3 jours de muscu à la suite, où j'ai pas bien dormi, où je suis super stressée, ou je sais pas quoi, et je sais que mon corps a besoin de repos et ces jours-là, donc je vais faire quelque chose de doux, et ou bien même avoir un jour de repos entier. Mais même quand on prend un jour de repos peut-être physique, je pense que c'est quand même toujours important de prendre un temps pour soi, même si on ne fait rien physiquement, mais ça peut être d'être juste en shavasana pendant 10 minutes, ça peut être de faire des exercices de respiration, ça peut être juste de faire de la méditation ou quoi que ce soit, mais de prendre un temps pour soi, toujours pour garder l'élan, pour garder ce momentum, et pour se nourrir en fait, et pour garder cette habitude tout simplement, et d'avoir ce temps-là pour soi. Mais encore une fois, donc tout ça, ça vient avec le temps, et mais c'est super important, voilà, à mes yeux, d'apprendre à s'écouter et d'adapter sa pratique en réponse, en fonction. Très longue réponse ici. J'avais dit que ça allait être long aujourd'hui. Je passe à la question suivante. Je sens que mon chat s'impatiente derrière la porte, vous l'entendez peut-être. Comment éviter de paniquer quand on tombe malade ou qu'on se blesse? J'ai remarqué que lorsque je suis en train de tomber malade ou que je constate une blessure, un mal de dos, mal au cou, etc., une part de moi commence à paniquer et à anticiper les problèmes. C'est cette part qui m'amène à me soigner correctement, donc elle est en un sens très utile, mais aussi parfois anxiogène et contre-productive, car elle est parfois à l'origine de moments drama queen du type « Oh mon Dieu, c'est parti pour une semaine de crève alors que j'ai X choses à faire », ou bien j'ai mal au dos, ça y est, je vais plus pouvoir faire de yoga pendant des jours, alors que ça ne rend service à personne. Très très bonne question. Très très bonne question. Je pense que c'est déjà bien d'en être consciente, d'être consciente de cette tendance que tu as. Ça te permet de créer du coup ce temps de pause quand ça arrive et de te dire ok, je recommence à catastropher, c'est bon, c'est du calme, du calme. Tu vois, de se dire que voilà, je sais que j'ai cette tendance-là, donc je mets un peu de distance avec ça. Ça me rappelle d'ailleurs une de mes citations préférées de Mark Twain, qui dit « J'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie dont la plupart ne se sont jamais produits ». C'est pour dire que c'est une tendance très humaine. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que je suis beaucoup plus cool à ce niveau-là qu'il y a quelques années, où j'avais exactement la même tendance que toi, à
dès que je sens une petite blessure, c'est bah ça y est, je vais plus pouvoir faire de yoga pendant voilà, ça ne va jamais s'arrêter. C'est voilà, j'ai des cours à donner alors que j'ai mal à l'épaule, ça va juste empirer. Et qu'est-ce que ça va devenir, machin. Bref, à partir vraiment dans le drama queen puissance 10. Et je me rends compte que j'ai réussi à être vachement plus cool pour ça. Et je me rends compte aussi que, du coup, en fait, le fait de s'inquiéter ou non ne change rien à l'issue du problème. On peut s'inquiéter, on peut paniquer, on peut se dire que notre semaine est gâchée, ou on peut aborder la situation avec calme et patience, et la situation ne changera pas, en fait. Le rhume ou la blessure prendra le même temps pour se dissiper. Donc, en gros, on peut faire ce choix en soi au moment où on fait ce temps de pause de est-ce que je décide de paniquer et de catastropher et de me dire que ma vie est finie, ou est-ce que je décide de me dire bon bah c'est comme ça, on va faire avec et garder son calme. Alors je sais que ce n'est pas aussi facile que ça, et je sais que tu en es consciente aussi. Tu dis toi-même que ça ne rend service à personne de paniquer. Mais du coup, ce que je peux te proposer quand ça arrive, c'est un petit exercice comme celui dont j'ai parlé plus haut sur le sujet de l'incurie, c'est de cette fois-ci te poser et de te dire, donc tu peux écrire, tu peux faire aussi un exercice de journaling, ou bien tu peux le faire dans ta tête, mais c'est toujours bien sûr plus productif de le faire à l'écrit parce que ça permet d'élaborer ces idées, de les poser sur papier, d'avoir plus de réflexion. Donc j'encourage à le faire par écrit, mais tu peux aussi, comme dit, le faire juste en réflexion interne. Donc tu te dis, bon, par exemple, on dit que tu as la crève. Ok, j'ai la crève. Et alors? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je dois faire cette semaine? Qu'est-ce qu'il y a de si important pour moi à faire cette semaine? Tu fais la liste. Si j'ai vraiment la crève, comment est-ce que je vais gérer ça? Qu'est-ce qui peut attendre dans tout ce que j'ai à faire? À qui je peux demander de l'aide? À qui est-ce que je peux déléguer des choses? Qu'est-ce que je peux zapper de ce programme-là pour m'assurer de me donner le temps de repos nécessaire à ma guérison? Puisque de toute façon, la crève, elle est là. Voilà, on peut pas faire sans. Donc, comment je peux adapter mon programme? Et du coup, l'idée vraiment ici, ça va être d'aller au bout de ta réflexion. Parce qu'on veut impliquer notre aptitude de raisonnement pour sortir de cette panique pure du système limbique qui nous fait catastropher. Et c'est une technique que j'aime bien. Parce que si tu l'as fait plusieurs fois, ça deviendra seconde nature, en fait. Tu vas le faire automatiquement dès que la crève va pointer le bout de son nez, ou dès que tu sentiras que tu as une petite blessure, un mal au cou ou quoi. Ça va de plus en plus devenir automatique, et ça te permettra de lâcher prise, je pense, plus rapidement que si je te disais simplement aujourd'hui, non mais vas-y, détends-toi, relax, lâche prise, quoi. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas parce que, bon, on aimerait bien lâcher prise, mais ça ne se fait pas aussi facilement. Du coup, c'est une technique à laquelle j'ai repensé parce que c'est mon psy qui me faisait ça quand j'avais des attaques d'anxiété. Il me disait 20 000 fois, et alors, en fait. Oh, je m'inquiète parce que ça. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Si ça arrive, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas faire? Et vraiment, il me poussait, en fait, à aller au bout de la réflexion, et au final, je me rendais compte que, ah bah oui, c'est pas si terrible que ça, en fait. C'est pas si grave. Si ça arrive, je peux faire ça, je peux faire ci. Voilà. Donc ça nous redonne un peu un sentiment de contrôle et de réflexion sur la situation sur laquelle on panique. Voilà, j'espère que ça te sera utile également. Question suivante. Quelle est la meilleure posture pour détendre le nerf sciatique? Alors, ça dépend. Ça dépend parce que si le nerf sciatique est pincé par une hernie discale, donc au niveau de la colonne vertébrale, ce sera potentiellement
plutôt des mouvements de la colonne vertébrale qui vont faire du bien, qui vont relâcher un peu cette pression, ce pincement sur le nerf. Donc des flexions, c'est-à-dire se pencher vers l'avant, ou bien des extensions si on s'étire vers l'arrière plutôt, ou bien des torsions si on pivote le torse d'un côté ou d'un autre, ou voire même potentiellement des inclinaisons où on se penche d'un côté ou de l'autre. Donc ce sera plutôt voilà, un peu toute la gamme des mouvements de la colonne vertébrale qui peuvent potentiellement aider. Et encore une fois, ça dépend de plein de choses, de là où il est pincé, si c'est à l'avant du disque, à l'arrière du disque, enfin bon, bref. Ça dépend de plein de choses. Si le pincement est plutôt au niveau de la fesse, c'est-à-dire que c'est un muscle, c'est pas vraiment un pincement du coup, mais oh si, peut-être, c'est un muscle qui est tellement tendu en fait qu'il coince le nerf à un endroit, parce que le nerf sciatique il part de la colonne et il va jusqu'en bas en bas de la jambe. Donc il y a plein d'endroits où il peut se retrouver coincé, mais souvent c'est dans la colonne vertébrale ou au niveau de la fesse. Et si c'est un muscle qui coince le nerf à ce niveau-là, donc ce sera plutôt des étirements des fessiers, par exemple en Supta Kapotasana, qui est quand on est allongé au sol et qu'on croise, on plie les deux genoux, on a les pieds au sol et on croise par exemple donc la cheville droite par-dessus la cuisse gauche, et on va ressentir donc là cet étirement au niveau de la fesse droite dans ce cas-là. Ça peut aider potentiellement aussi. Une autre chose qui peut aider, c'est le nerve flossing, je ne sais pas comment on appelle ça en français, le glissement du nerf, où en fait on fait glisser le nerf dans son fourreau, j'ai encore oublié le terme, j'oublie toujours ce terme-là, mais après, le nerf est dans un tube, et on le fait glisser par exemple, on va reprendre cette position, on est allongé sur le dos, on tend la jambe, on va dire la jambe droite ici aussi, vers le plafond, on va pointer les orteils, puis on va plier le genou et continuer à diriger les orteils vers le plafond. Donc on va fléchir le pied, ramener les orteils plus vers le genou. Et on alterne. Donc on tend la jambe, on pointe les orteils, on plie le genou, on fléchit le pied. Et on fait ça plusieurs fois. Et l'idée ici, c'est donc de faire glisser le nerf et de voir s'il y a des adhésions à un endroit, ou s'il s'est retrouvé coincé, on essaye de le débloquer un peu. Enfin voilà, il y a plein de techniques possibles. Faut tester, voir ce qui fait du bien, voir ce qui fait que la douleur empire. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, il faut éviter la position statique trop longtemps. Donc il faut bouger. Le mouvement, c'est toujours ce qui... En tout cas, j'ai du mal à dire toujours, mais c'est dans 99% des cas ce qui fait du bien, de bouger davantage et de ne pas le laisser dans cette position de pincement et cette immobilité. Ouais. Dernière question, il me semble. C'est ça, ouais, dernière question pour aujourd'hui. On a tous été très affectés par la pandémie. Est-ce que tu commences à voir une évolution chez les gens? Moi, je vais mieux et j'espère que c'est le cas pour les autres aussi. Alors, c'est une question intéressante et pour être honnête, j'ai pas remarqué beaucoup de différences en fait. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, Yoga with Clem s'est vraiment développé pendant la pandémie. Donc, au niveau de mes clients, j'avais peu de clients avant la pandémie par rapport à ce que j'ai maintenant. Très peu de clients par rapport à ce que j'ai maintenant. Donc, j'ai rencontré les gens en fait pendant ou post-pandémie. Donc, j'ai peut-être pas connu les gens comme ils étaient avant. Après, je crois que j'ai aussi eu de la chance de pas avoir été trop touchée par la pandémie, dans le sens où j'ai personne de mon entourage proche qui a eu une version très rude du Covid, et dans le sens aussi où j'ai toujours un peu honte de dire ça, mais moi je l'ai bien vécu, la pandémie. Déjà parce que je suis très casanière, je suis très introvertie, donc j'ai pas vraiment souffert de devoir rester chez moi et de pas pouvoir sortir trop. Et ça m'a donné beaucoup de temps aussi pour donc développer Yoga with Clem, comme je disais, et vraiment passer du temps sur ce qui me passionnait.
et moins de temps dans les transports, à aller au bureau, etc. Donc, j'ai j'ai eu ce privilège extrême d'avoir bien vécu la pandémie. Et je pense aussi que dans mes clients, j'attire aussi peut-être beaucoup d'introvertis comme moi. Donc ça joue peut-être aussi dans le fait que euh, je vois pas beaucoup de différence dans ma clientèle. Après, il y a aussi le fait que en Allemagne, on n'a pas eu de confinement comme en France. On pouvait toujours sortir sans autorisation. On a eu un vague confinement où on nous disait oui, s'il vous plaît, sortez pas trop, quoi. Mais bon, les gens faisaient un peu comme ils voulaient. Et je sais que la personne qui pose cette question était en France, à Paris d'autant plus, au moment de la pandémie. Donc ça devait être une autre chanson. C'est clair. J'ai plutôt l'impression en fait que les effets à long terme, outre Covid long bien sûr, seront surtout sur les enfants, les ados, les jeunes adultes. Parce que quand je pense à mes neveux par exemple qui n'ont pas pu aller en cours pendant des mois, je me dis que si ça m'était arrivé au lycée et à la fac, à un moment si charnière du développement de la sociabilisation, ça aurait sans doute bouleversé ma vie. Alors que là, je l'ai plutôt vécu comme quelque chose de positif, même si au début de la pandémie, j'étais terrifiée, j'étais très très anxieuse et quand je voyais les chiffres qui augmentaient et qu'on savait pas ce qui allait se passer, mais ensuite j'ai réussi à la tourner de façon plus positive. Euh, voilà. Donc je reconnais que je suis très privilégiée, mais c'est vrai que même dans mes clients, je vois pas d'impact, en tout cas visible directement par rapport à la pandémie en fait. Je pense à quelques clients que j'ai qui sont plutôt introvertis, bah ils continuaient en fait vraiment à sortir, à voir des gens. Mais encore une fois, c'est parce qu'on était aussi en Allemagne et que ça se faisait différemment, quoi, par rapport à la France. Donc, il y a peut-être ça aussi. La France a particulièrement bien géré cette pandémie. Mais voilà, sans sarcasme aucun. Ok, très bien. J'ai plus de questions pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'en envoyer. Continuez. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à me contacter si vous voulez de l'aide, si vous voulez qu'on travaille ensemble, si vous voulez que je vous guide sur quelques situations que ce soit. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.